Question 1. Sur la figure ci-contre, quels sont les axes Z, Y, X? L'axe Z est l'axe de lacet. L'axe Y est l'axe de tangage. Et l'axe X est l'axe de roulis. La réponse à cette question est donc la réponse A. Question 2. Pour effectuer une rotation autour de l'axe Z, il faut actionner A. les ailerons, B. la gouverne de profondeur, C. la gouverne de direction, D. les volets. L'axe Z, ici, correspond à l'axe de lacet. Pour pouvoir effectuer une rotation autour de cet axe, il va falloir actionner les palonniers, qui vont ainsi faire se mouvoir la gouverne de direction qui se situe ici sur la dérive verticale. Donc ici, il s'agit de la partie mobile. Donc la réponse à cette question est la réponse C. Question 3. La figure 1 représente un avion A à aile haute, train classique, B à aile médiane, train tricycle, C aile basse, train classique, D à aile haute, train tricycle. Nous pouvons constater sur cet aéronef que les ailes sont hautes et nous pouvons également constater que nous avons ici un train tricycle. La réponse à cette question est donc la réponse D, aile haute, train tricycle. Question 4. On appelle emplanture de l'aile A. la partie située à la jonction aile-fuselage, B. le dessous de l'aile, C. la partie la plus fine d'une aile, D. la partie extrême de l'aile, aussi appelée saumon. Donc l'emplanture, c'est la partie qui est située à la jonction entre l'aile et le fuselage. La réponse à cette question est donc la réponse A. Le dessous de l'aile, c'est l'intrado, et la partie extrême de l'aile, appelée bord marginal, est aussi appelée saumon. Question 5. Au sol, le carburant contenu dans une aile entraîne sur les longerons A. un effort de cisaillement, B. un effort de flexion, C. un effort de torsion ou n'a pas du tout d'influence sur la structure de l'aile. Rappelons-nous tout d'abord où se situent dans la structure de l'aile les longerons. Nous avons donc ici le longeron avant et juste derrière le longeron arrière. Si cette aile emporte du carburant, que va-t-il se passer d'un point de vue des efforts sur ces deux longerons? Faisons peut-être un rappel de ces différents efforts. L'effort de cisaillement, c'est comme si vous aviez deux forces rectilignes appliquées dans un sens opposé et on va tendre à essayer de déchirer ou découper l'objet de cette manière, avec cet effort de cisaillement. L'effort de flexion, c'est des forces qui vont vous permettre de courber ou de plier un objet ou un matériau. Par exemple, une règle en plastique qui est rectiligne, vous allez la courber en impliquant ici donc des forces aux extrémités et donc il apparaît une force à l'opposé qui tend à courber votre règle en plastique. Les efforts de torsion, ça va être par exemple, vous avez un torchon mouillé, vous souhaitez enlever toute l'eau du chiffon, de la matière, eh bien vous allez effectuer un effort de torsion, c'est-à-dire que vous allez
exercer des forces sur ce torchon de façon rotative dans deux sens opposés. Donc vous allez pouvoir enlever l'eau du torchon grâce à cet effort de torsion. En l'occurrence, ici sur les longerons avant et arrière, il va y avoir un effort de flexion. On va avoir donc tendance à courber, à plier le matériau. Réponse B pour cette question. Question 6. Sur le plan ci-dessous, la combinaison correcte est soit la réponse A, la réponse B, la réponse C, la réponse D. Un petit conseil pour ce genre de questions, faire le tour de la numérotation, écrire à quoi le numéro correspond et ensuite choisir la réponse associée. Donc, le 1, ici correspond aux ailerons. Les ailerons sont actionnés par le manche ou le volant, soit en dirigeant le manche vers la gauche ou vers la droite. Nous avons ensuite le numéro 2 qui correspond au saumon, ou encore appelé bord marginal. Vous avez en numéro 3 les volets, qui sont utilisés dans la phase soit de décollage, soit d'atterrissage. Et le 4, il s'agit de la gouverne de profondeur, qui s'actionne aussi soit avec le manche ou le volant. Mais là, on va aller soit vers l'avant, on va avoir donc une assiette à piquer, ou en tirant le manche vers l'arrière, et on aura une assiette à cabrer. Donc, quelles sont les bonnes combinaisons? Donc, nous avons dit un aileron, donc hop, ce n'est pas la B. Ensuite, le saumon, donc on peut éliminer la D. Le 3, le volet, donc là les deux réponses A et B nous proposent la même chose. Et ensuite, faites très attention à ne pas confondre la gouverne de profondeur et la gouverne de direction. En étant un peu stressé, pas très concentré, on peut tout à fait se tromper. Faites attention ici, il s'agit bien de la réponse A, puisque nous avons l'association aileron, saumon, volet, gouverne de profondeur. Question 7. Parmi les dispositifs suivants, lequel n'est pas un dispositif hypersustentateur? Donc faites attention, il y a une négation, lequel n'est pas un dispositif hypersustentateur. Que signifie hypersustentateur? Eh bien, c'est un dispositif qui va permettre d'augmenter la portance. Donc essayons par élimination de trouver la bonne réponse. Donc, nous avons ici la représentation des volets à fente. Les volets qui vont être utilisés dans les phases de décollage, d'atterrissage. Ils vont avoir pour implication d'augmenter la portance. Nous avons ensuite les becs de bord d'attaque qui eux aussi vont augmenter la portance. Nous avons ensuite ici la représentation des volets fowler qui eux aussi vont augmenter la portance. Donc les trois premières propositions sont des propositions de dispositifs hyper sustentateurs. Et la dernière possibilité ici, ce sont les aérofreins. Et comme son nom l'indique, ce sont des freins, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas permettre l'augmentation de la portance, mais plutôt vont avoir un impact de dégradation de cette portance. Donc, le seul dispositif ici qui ne permet pas l'hypersustentation, ce sont les aérofreins. La réponse C. Question 8. Un avion a les caractéristiques suivantes. Envergure 10 mètres, épaisseur relative de l'aile 0,20 m, profondeur moyenne de l'aile 1 m. Sachant que cette aile est rectangulaire, son allongement est de A 10, B 50, C 60, D 100. Toujours se représenter par un schéma la situation. Nous avons une aile rectangulaire. Son envergure est de 10 mètres.
Nous savons aussi que la corde moyenne, profondeur moyenne, est de 1 mètre. Ici, puisque c'est rectangulaire, hein, forcément, la profondeur, elle est à chaque fois de 1 mètre. Mais si on fait la moyenne, on obtient 1, bien évidemment. On sait également que l'épaisseur vaut 0,20 m. Bon, avec toutes ces valeurs, qu'est-ce que l'on peut faire? Eh bien, écrire la formule de l'allongement. La formule de l'allongement, c'est l'envergure au carré divisé par la surface de l'aile. L'envergure, pas de souci, nous l'avons. Il s'agit de 10 mètres. Par contre, la surface de l'aile, nous ne l'avons pas. Malgré ça, on sait que c'est un rectangle. Donc, on a appris dans nos cours de mathématiques que l'aire d'un rectangle, c'était la longueur fois la largeur. La largeur, ici, petit l, c'est 1 fois la longueur qui correspond à l'envergure. C'est-à-dire que l'aire de cette aile rectangulaire est de 10 mètres carrés. Si on applique la formule pour déterminer l'allongement, nous avons donc l'envergure, on a dit que c'était 10, attention au carré, c'est-à-dire que la valeur est multipliée par elle-même, divisée par 10 qui est la surface de l'aile. Donc soit on utilise la calculatrice et on trouve 10, soit on peut également simplifier et ne pas utiliser la calculatrice et on trouve un allongement qui est égal à 10. Cette valeur est sans unité. La réponse à cette question est la réponse A. Question 9. Un déplacement du manche vers la droite. A abaisse simultanément les deux ailerons. B lève l'aileron droit et baisse l'aileron gauche. C relève simultanément les ailerons. D baisse l'aileron droit et lève l'aileron gauche. Lorsque vous actionnez le manche, soit à gauche, soit à droite, les deux ailerons ne vont pas s'abaisser ou se relever simultanément. Donc on peut déjà éliminer la réponse A et la réponse C. Regardons le schéma qui nous est proposé. Si nous déplaçons le manche ou le volant vers la droite, ici symbolisé par une flèche rouge, nous allons avoir l'aileron droit qui va se lever et l'aileron gauche qui va se baisser. La réponse à cette question est donc la réponse B. Lève l'aileron droit et baisse l'aileron gauche. Et si nous déplaçons le manche vers la gauche, eh bien nous allons avoir un mouvement opposé. C'est-à-dire que l'aileron droit va se baisser et l'aileron gauche va se lever. Question 10. Sur une hélice à pas variable, le plein petit pas est utilisé pour le vol en croisière, B, le vol en haute altitude, C, le vol à grande vitesse, D, le décollage. Le petit pas est utilisé pour le décollage et l'atterrissage, tandis que le grand pas est utilisé en vol de croisière. La réponse à cette question 10 est donc la D. Question 11. L'indication donnée par cet instrument est A, virage à droite, inclinaison 30 degrés, virage à gauche, inclinaison 30 degrés, vol en palier, D, virage à droite, inclinaison 10 degrés. Cet instrument est un horizon artificiel qui permet de visualiser si notre assiette est à piquer ou à cabrer et quelle est notre inclinaison lors de notre virage. Donc cet instrument, on a la partie marron qui correspond à la terre, au sol, et la partie bleue qui correspond au ciel. Cette petite maquette ici correspond à l'avion, avec l'aile gauche,
l'aile droite. Ici, nous pouvons constater que nous avons l'aile droite qui se dirige plutôt vers le sol et l'aile gauche plutôt vers le ciel. Si on visualise la situation, nous sommes donc dans un virage à droite. Comment savoir quelle est l'inclinaison? Eh bien, il suffit de regarder ici l'indicateur qui vous indique quelle est votre inclinaison. Ici, 10 degrés, 20 degrés et 30 degrés. Nous sommes donc dans un virage à droite avec une inclinaison de 30 degrés. La réponse à cette question est donc la réponse A. Question 12. La plupart des moteurs d'avions légers est équipés d'un système de double allumage qui a pour principal avantage A de réguler la consommation électrique, B de réduire la consommation de carburant, C d'améliorer la combustion et d'augmenter la sécurité en vol, D de diminuer l'usure des bougies. Le système de double allumage ici a vraiment pour implication principal avantage d'améliorer la combustion et d'augmenter la sécurité en vol. La réponse à cette question est donc la réponse C. Question 13. Un avion à aile en flèche est représenté par la figure A, B, C ou D. Le premier avion ici possède une aile delta. Le deuxième possède une aile en flèche. Le C, une aile gothique. Et le D, une forme elliptique. La réponse à cette question est donc la réponse B. Question 14. L'horizon artificiel fournit des indications sur A. Les variations d'altitude, B. La symétrie du vol, C. La visibilité horizontale, D. L'assiette de l'avion et son inclinaison. Nous avons répondu à cette question au cours d'une question précédente sur l'horizon artificiel et son utilisation, et donc la réponse est la réponse D. L'horizon artificiel indique une assiette à piquer ou à cabrer et une inclinaison à gauche ou à droite avec une valeur que l'on peut déterminer sur l'instrument. Les variations d'altitude, elles, sont fournies grâce au variomètre et la symétrie du vol est indiquée par la bille. Question 15. Une des caractéristiques d'un autogire est A. Son rotor est constamment entraîné par le moteur, B. Son rotor est entraîné par le vent relatif, C. Son rotor est utilisé pour la propulsion, D. Son rotor est doté d'un pas collectif. La caractéristique de l'autogire ici, c'est que son rotor est entraîné par le vent relatif. La réponse à cette question est la réponse B. Question 16. L'instrument qui exploite les variations de volume d'une capsule soumise à une variation de pression est A. L'altimètre, B. La centrale inertielle, C. L'horizon artificiel, D. L'indicateur de cap. La réponse à cette question est la réponse A. L'altimètre. Nous avons eu l'occasion de l'étudier en détail. L'altimètre utilise pour indiquer une altitude ou une hauteur la pression statique, c'est-à-dire la pression qui est mesurée avec une entrée d'air qui va être perpendiculaire au vent relatif. Et donc à l'intérieur de cet instrument, il y a une capsule, la capsule anéroïde, qui va soit se dilater ou se contracter en fonction de la variation de pression. Question 17. Pour afficher une vitesse, l'anémomètre mesure uniquement A. La pression statique, B. La pression totale, C. La pression statique et la pression totale, D. La pression totale et la pression dynamique. Pour répondre à cette question, visualisons l'intérieur d'un anémomètre. L'anémomètre a besoin de deux mesures. La mesure de la pression statique, qui est mesurée par une prise statique qui va être perpendiculaire à l'écoulement du vent relatif de l'air. Et nous avons
une deuxième prise de pression qui est la pression totale, qui va être mesurée par un tube que l'on appelle le tube Pitot, qui se trouve ici et qui va être dans la direction de l'écoulement de l'air. Donc pour déterminer et pour ensuite afficher une vitesse, l'anémomètre lui va utiliser la pression statique et la pression totale. La réponse à cette question est donc la réponse C. Question 18. Sur un indicateur de vitesse, VNE représente A. La vitesse conseillée en utilisation normale, B. La vitesse en vol croisière, C. La vitesse de décrochage, D. La vitesse à ne jamais dépasser. Sur l'anémomètre, l'utilisation normale, sans turbulence et dans la plage verte. Nous avons ensuite, juste au début, une plage blanche qui correspond à l'utilisation des volets. Nous avons également ici la vitesse de décrochage volet-sortie et ici la vitesse de décrochage en lice. Cette zone rouge ici, ce trait rouge, correspond à la vitesse à ne jamais dépasser, que l'on appelle la VNE de l'anglais Velocity Never Exceed. Donc la réponse à cette question est la réponse D. Question 19. L'intérêt de l'utilisation des matériaux composites pour la construction aéronautique est A. Meilleure conductibilité électrique, B. Meilleure recyclabilité, C. Allègement de la structure, D. Coût de la matière première. Ici, l'intérêt de l'utilisation des matériaux composites va être un allègement de la structure. Question 20. Les lanceurs spatiaux utilisent principalement des propulseurs fonctionnant A. au kérosène, B. à l'oxygène et à l'hydrogène, C. au méthane, D. au gasoil. La réponse à cette question est la réponse B. à l'oxygène et à l'hydrogène.